Bonjour tout le monde, je m'appelle Florence Gagnon. Bienvenue chez nous dans la magnifique circonscription de Longueuil-Saint-Hubert. Avant de commencer, j'aimerais souligner la présence d'excellentes candidates du Parti libéral du Canada, de la Montérégie de l'Estrie, Pascal Saint-Onge de Brome-Missisquoi et Sherry Romanado de Longueuil-Charlemagne. Pour ma part, j'ai le privilège de me présenter comme candidate ici même dans Longueuil-Saint-Hubert. C'est ici que je m'implique parce que c'est ici que j'ai grandi et c'est ici où je demeure. C'est ici où j'ai fait partie des équipes de sport, c'est ici où j'ai vu ma famille grandir et c'est ici où j'ai tout appris. Et c'est ici surtout que je veux redonner. Ce qui m'a marqué depuis le début de la pandémie, c'est qu'on a la chance de vivre dans un pays qui aide tout le monde et qui est là pour les plus vulnérables. Un pays inclusif où chacun a les mêmes droits et les mêmes libertés et un pays où tu es libre d'aimer qui tu veux et d'être qui tu veux. Il ne faut jamais prendre ça pour acquis. C'est pour ça que depuis des mois, mon équipe et moi, on travaille fort dans Longueuil-Saint-Hubert pour être à la rencontre des gens, pour prendre leur opinion et pour défendre leurs priorités. C'est pour ça que je demande aux gens de Longueuil-Saint-Hubert de m'accorder la chance de défendre leur point de vue, leurs priorités à Ottawa. Ce matin, j'ai l'honneur d'accueillir ici à EPI une PME familiale du comté de Longueuil-Saint-Hubert, quelqu'un avec qui je veux travailler pour livrer la marchandise pour vous. Accueillons donc maintenant le Premier ministre du Canada et le chef du Parti libéral, le très honorable Justin Trudeau. Merci Florence. Bonjour tout le monde. Je veux commencer par dire quelques mots sur la situation en Afghanistan. On continue de suivre la situation qui évolue rapidement. Je reçois des mises à jour, des développements régulièrement, incluant ce matin. On est tous horrifiés par les images de désespoir qu'on a vues depuis hier. Jusqu'à maintenant, on a évacué 34 diplomates canadiens et membres du personnel des Forces armées canadiennes, en plus de 2 diplomates internationaux et 5 membres du personnel de l'OTAN, et au moins 807 Afghans pour le programme spécial d'immigration. Même si on a suspendu notre présence diplomatique, on continue de travailler avec nos alliés et nos partenaires pour s'assurer d'aider le plus d'Afghans possible. C'est un travail difficile en raison de la situation, mais on va poursuivre nos efforts. At least 807 Afghans have been evacuated to date, and over 500 have already arrived in Canada. Canada firmly condemns the escalating violence, and we continue to work with allies, including the US and the UK, on the security situation and forward planning. We have Canadian Armed Forces assets deployed in the region, staging out of Kuwait, including aircraft. We're working with international civil society partners, as well as Canadian organizations, to ensure we are resettling as many of the 20,000 Afghans we will be welcoming as quickly as possible. Le Canada condamne la violence et on va continuer de travailler avec nos alliés et avec la communauté internationale pour un avenir meilleur. Je suis très heureux que Florence Gagnon soit notre candidate libérale ici dans Longueuil-Saint-Hubert. Florence, en tant que militante dévouée, en tant que candidate qui connaît très bien la Rive-Sud, ta voix va être très importante au sein de notre équipe pour représenter les gens d'ici. Je tiens aussi à saluer Sherry Romanado, notre candidate dans Longueuil-Charlemagne, et Pascal Saint-Onge, notre candidate dans Brome-Missisquoi. Sherry, tu travailles sans relâche depuis 2015 pour porter la voix de tes citoyens. Je peux dire qu'elle fait très bien son travail. J'ai été très content d'ailleurs de parler avec toi sur tes fils qui servent dans les forces armées et qui sont très préoccupés par la situation en Afghanistan, évidemment. Et Pascal, je suis très contente de t'accueillir dans notre équipe. Elle vient de se joindre à notre équipe du tonnerre,
québécoise. Elle a énormément d'expérience pour représenter les gens, alors qu'elle a été leader syndical dans le milieu culturel pendant de nombreuses années. Elle a fait partie de l'équipe pour développer ce qu'on annonce aujourd'hui afin de fournir de l'aide supplémentaire pour les travailleurs des arts et de la culture. Alors, on est très, très content de l'avoir et vous êtes tous des voix très fortes pour les Québécois et les Québécoises. Et je veux aussi remercier tous les travailleurs et l'équipe de ETI pour votre accueil. Ça a été une année difficile pour tout le monde, mais je sais que vous avez pu passer à travers et la croissance et les ventes à l'international de vos machines ont repris et on va continuer d'être là pour vous appuyer. Quand la pandémie a frappé, il n'y a personne qui savait à quoi s'attendre. Pour leur entreprise, pour leur emploi, pour leur communauté. Mais ce qu'on savait par contre, c'est que les Canadiens étaient capables de travailler ensemble pour s'aider les uns les autres. Quand vous vous êtes battus pour garder vos employés durant la crise, comme ici à ETI, ou quand vous avez porté le masque, que ce soit au bureau ou dans les magasins, jour après jour, vous nous avez montré de quoi vous êtes capables. Et ce n'est pas le temps d'arrêter. Si vous n'avez pas encore eu votre vaccin, c'est le temps de vous faire vacciner. Et si vous avez déjà fait vacciner, bien, parlez-en aux autres qui attendent encore leur tour. Ce n'est pas des conversations nécessairement faciles, mais c'est des conversations qu'on doit avoir pour s'assurer que tout le monde soit bien protégé. Il faut continuer nos efforts parce que c'est avec nos actions qu'on démontre nos valeurs. Et de nos jours, c'est encore plus important que jamais. Look, COVID-19 wasn't something we as a government expected either. But just like you, we knew that staying true to our values was the only path forward. From day one, we focused on having your back, because that's what we've always stood for. That's why we came to Ottawa in the first place, to build a government that would stand up for the middle class and people working hard to join it. That was the real change we delivered over our first 6 years, from raising taxes on the wealthiest 1% so we could cut them for the middle class, to cutting the small business tax rate from 11% to 9%. And it's the real change we focused on in this crisis, too. On a choisi d'être là, avec de l'aide directe pour les familles et les travailleurs. On a choisi de porter la charge financière pour ne pas que les Canadiens aient à le faire. En fait, 8 $ sur 10 qui a été investi pour soutenir les gens durant cette pandémie venait du gouvernement fédéral. Et on a choisi de soutenir les petites entreprises avec des prêts, avec de l'aide pour le loyer et bien plus encore. Pour des entreprises comme ETI et pour leurs 80 employés ici à Longueuil, la subvention salariale leur a permis de conserver des emplois et de rester opérationnels. Sans cette aide, ils auraient été obligés de fermer et de mettre à pied leurs employés. Alors des résultats comme ceux-ci, ça compte vraiment. On va continuer de toujours être là pour se battre pour les travailleurs, les familles et pour tous les Canadiens. Et si vous parlez aux gens qui travaillent en hôtellerie, dans les arts ou dans plusieurs autres industries à travers le pays, ils vont vous confirmer que cette crise n'est pas encore finie. Ces gens-là méritent un gouvernement qui est toujours là pour les défendre. Et c'est exactement ce qu'on va continuer de faire. A re-elected Liberal government will extend and introduce new emergency supports for businesses and workers to make sure we build back better for everyone. And that starts with good middle-class jobs. To get more people back to work, we'll extend the Canada Recovery Hiring Program until March 31st, 2022. For hard-hit businesses who get the workers they need, to workers who get the jobs they need to support their families, this is a win-win. En même temps, on va aussi s'assurer d'avoir des mesures stratégiques ciblées pour soutenir les industries les plus durement touchées par cette crise. Ça inclut un nouveau programme de transition pour les secteurs du tourisme et du service pour aider avec les salaires et les loyers jusqu'au printemps prochain.
Par exemple, si vous êtes propriétaire d'un bed and breakfast familial ou si vous avez un emploi d'été dans un centre touristique, on va être là pour vous. On va aussi créer le programme de relance pour les arts et la culture pour soutenir les espaces artistiques et culturels qui ont subi des pertes de revenus. Vous avez aidé à ralentir la pandémie en limitant le nombre d'accès à vos salles et vous ne devriez pas être punis pour ça. Alors, pour les gens qui fréquentent leur théâtre de quartier ou leur salle préférée à la Place des Arts, le siège à côté de vous, qui doit rester vide en raison des limites de capacité COVID, va être payé par le gouvernement fédéral. Pour les gens qui travaillent dans le milieu du cinéma et de la télévision, on va prolonger la couverture d'assurance de la COVID-19 pour les productions afin de soutenir les milliers d'emplois devant et derrière la caméra. Et pour les artistes qui sont des travailleurs autonomes, les techniciens, les contractuels dans le secteur, on ne vous oublie pas. On va s'assurer de fournir du soutien supplémentaire pour traverser l'hiver jusqu'à ce que les spectacles et les événements et les productions qu'on a tous envie de revoir reprennent dans l'année à venir. Ensemble, on a fait tellement de progrès. Ensemble, on continue d'avancer. Canadians have worked too hard to see change happen since the Harper years to settle for what the Conservative Party is once again offering. Too hard to let the Conservative Party cut the programs that families, workers, and businesses rely on as they said they would. These are the same people who won't commit that all of their candidates will be fully vaccinated. That approach won't protect Canadians or create jobs. And in terms of protecting Canadians, this is the party, the Conservative Party, that is committed to rolling back our protections for public servants, our protections through vaccination for anyone boarding trains and planes. That's going in the wrong direction, and it won't launch a strong recovery or secure our future. And that's what really matters. Just take vaccines. I've been talking for weeks about our position, and it took until today for the NDP to share their official position. I'm glad they finally agree with us. But the NDP waited until the Conservatives had a position and then came out and said that they want the opposite. It's the right call, but it's not about words. It's about leadership right from the start. À propos des vaccins, ça fait des semaines que je parle de notre position. J'en ai même parlé quand j'étais avec le premier ministre Legault, quand on a annoncé les investissements en services de garde. Et il a fallu attendre jusqu'à aujourd'hui, des semaines plus tard, pour apprendre la position officielle du NPD. Bien, je suis très content qu'il soit finalement d'accord avec nous, mais le NPD a attendu jusqu'à ce que les conservateurs prennent position pour ensuite dire le contraire. Les mots, c'est bien beau, mais l'important, c'est d'avoir du leadership. Nous, on n'attend pas pour passer à l'action. D'ailleurs, ici au Québec, on se demande encore où exactement le Bloc se tient sur cette position. Le Bloc fait semblant d'être le seul parti qui peut parler au nom des Québécois, mais en réalité, c'est nous, les libéraux, qui agissons. Les leaders de tous les partis devraient mettre la santé des Canadiens en premier. On a été là pour vous et maintenant, c'est à vous de vous exprimer. En ce moment historique, c'est à vous de choisir. C'est pourquoi je vous demande d'appuyer un gouvernement progressiste et ambitieux. De bons emplois pour la classe moyenne, un système de santé encore plus fort, du logement abordable, un environnement protégé. Alors que vous votiez par la poste ou en personne le 20 septembre, faites-vous entendre. Avançons ensemble. Merci. Je suis maintenant très content de prendre les questions des médias. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. On va faire une période de... Thank you, Prime Minister. We'll be doing a 20-minute question period. One question, one follow-up per journalist, starting with Catherine Levac from La Presse canadienne. Bonjour, Monsieur Trudeau. Yves-François Blanchet vous a critiqué d'avoir pris un bain de foule hier soir sans distanciation sociale,
Il a dit il faut donner l'exemple en tant que politicien en campagne électorale. Donc, je me demandais comment réagissez-vous à ces propos et est-ce que vous vous engagez à donner l'exemple justement en temps de campagne? Laissez-moi dire d'abord que c'est un grand plaisir de faire le lancement de la campagne ici au Québec, d'être ici sur la rive sud aujourd'hui, mais d'avoir pu voir mes chers concitoyens de Papineau hier soir. Ça a été extrêmement agréable de pouvoir voir les gens. Évidemment, il faut suivre les directives de santé publique. C'est pour ça qu'on est resté dans la rue, pour ça que j'ai gardé le masque, pour ça qu'on utilise le coude plutôt que le serrage des mains. Mais je pense que c'est aussi très important de souligner à quel point les Canadiens doivent se sentir interpellés et participants dans ce moment important de décision pour notre pays. On a un choix important. Est-ce qu'on continue d'agir pour protéger les gens de cette pandémie? Est-ce qu'on continue d'agir pour rebâtir en mieux ou est-ce qu'on fait un autre choix? Je sais que les Québécois, comme tous les Canadiens, veulent du leadership, veulent de l'action et c'est exactement ce qu'on continue à offrir. En suivi. Et puis, justement, vous êtes en territoire bloquiste encore aujourd'hui. Je me permets de vous faire réagir au slogan du Bloc québécois qui tient en un mot, c'est québécois. Donc, je me demandais, qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça? Qu'est-ce que vous pensez de leur slogan? Mais encore une fois, on voit le Bloc essayer de parler de toutes les choses qu'ils ont accomplies au cours des dernières années. La réalité, c'est que le bilan du Bloc, c'est le bilan du gouvernement libéral. C'est nous qui avons travaillé avec le gouvernement du Québec pour livrer des investissements pour les garderies, des investissements pour l'Internet haute vitesse, des investissements sur le logement. C'est nous qui avons été là en tant que gouvernement pour investir 8 $ sur 10 de tout l'argent investi pour protéger les Canadiens et les Québécois d'un bout à l'autre de ce pays. C'est notre gouvernement fédéral qui a livré ça. Je comprends que le Bloc essaye de se l'approprier, ils essayent de parler. La réalité, c'est que les Québécois et tous les Canadiens méritent un gouvernement qui va continuer d'agir avec l'équipe extrêmement forte que nous avons de Québécois et de Canadiens au sein du gouvernement libéral. Prochaine question. Bonjour, M. Trudeau, Louis Blouin de Radio-Canada. Je voulais vous poser une question sur l'Afghanistan. Vous avez sans doute vu ces scènes où les gens s'accrochent pratiquement aux avions. Votre gouvernement a promis, il y a quelques semaines, d'évacuer plusieurs milliers, là, je vous cite, d'interprètes afghans, de personnel diplomatique. Est-ce que vous devez revoir cette promesse-là quand on regarde le chaos qui se déroule sur le terrain actuellement? D'abord, comme tous les Canadiens, j'ai été horrifié par ces scènes qu'on a vues à l'aéroport à Kaboul, de ce désespoir qu'on est en train de voir dans des gens qui, plusieurs, ont été là pour aider les Canadiens, ont été là pour aider à rebâtir en mieux l'Afghanistan. C'est à briser le cœur de voir ce qui est en train de se passer. Le Canada s'est engagé à rapatrier, à recevoir 20 000 Afghans ici au Canada. Comme j'ai dit, on en a accueilli plusieurs centaines jusqu'à maintenant et on continue de travailler avec nos partenaires, les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres, pour évacuer le plus de gens possible, le plus rapidement. Évidemment, la situation est extrêmement difficile actuellement. On est en train de coordonner de façon constante avec nos alliés pour voir comment on va pouvoir aider d'autres personnes à sortir. Mais le Canada est là et continuera d'être là pour appuyer les efforts internationaux et pour recevoir directement des dizaines de milliers d'Afghans et leurs familles. En suivi. Sur le programme de garderie à 10 $, les conservateurs disent qu'ils le laisseraient tomber, votre programme, pour le remplacer par un crédit d'impôt pour les familles. Ça vous inspire quoi, cette idée-là des conservateurs, cette approche-là? C'est dans leur plateforme qui viennent juste de sortir? Bon, on voit que le naturel revient au galop. C'est l'approche de Stephen Harper, c'est l'approche des conservateurs de couper dans les programmes, de ne pas être là pour les femmes, de ne pas être là pour les familles. On a travaillé pour créer des systèmes de garderie à travers le pays, inspirés par le Québec, où les gens, d'ici 5 ans, les familles à travers le pays
vont pouvoir payer une moyenne de 10 par jour pour les garderies. Ici au Québec, on est déjà 8,50 $, ça va très bien. C'est pour ça qu'on a pu faire une annonce asymétrique avec le Québec. Mais on sait à quel point c'est important d'aller de l'avant pour aider les familles à travers le pays. Et je dois souligner que des gouvernements conservateurs provinciaux, comme à l'île du Prince-Édouard, au Manitoba, à Saskatchewan, ont compris que d'investir dans des garderies, dans l'éducation de petite enfance, c'est un bon investissement, pas seulement pour sortir de la pandémie, mais pour rebâtir en mieux et pour aider à contrer les impacts sur les familles, sur les femmes. Alors que le Parti conservateur d'Erin O'Toole décide encore une fois de lâcher complètement les femmes, de ne pas reconnaître les besoins des familles, ben, c'est typique, mais c'est surprenant même pour moi qui les connais bien. Prochaine question. Hello, Mr. Trudeau. Joyce Napier, CTV. I'm wondering, as vaccines are becoming a wedge issue in this brand new election campaign, when are you going to make vaccines mandatory for federal employees? How are you going to enforce that? We have been working with the public sector, the public service unions, very closely to make sure that the public service in Canada will get vaccinated. It's a decision we took a number of weeks ago. I've worked closely with the officials, including the clerk of the Privy Council, to do just that. We recognize that the Canadian public service already has an extremely high level of vaccination, which is not surprising because these are the people who've been working incredibly hard to keep Canadians across the country safe and supported and support the science that we're doing. But we're going to work with unions to make sure that people know that they can get vaccinated as quickly as possible. If someone is not vaccinated in the public service right now, it will take time for them to get their first dose and their second dose and be able to continue. Our goal is not to punish people. Our goal is to ensure that people are protected, but we will work with the unions to make sure that it's done as quickly as possible for as many people as possible because we want to keep Canadians safe and we know that vaccinations are the way through it. But the other piece of it, of course, is as an example, when the largest employer in Canada, the Canadian Public Service, is setting the bar, I know that many other companies across the country and businesses will look at encouraging and mandating that their employees also be vaccinated because that's the way we get through this. So if you haven't yet, get vaccinated. Let's keep ourselves and our communities safe and get through this. Je pense que c'est une décision qu'on a prise il y a plusieurs semaines sur laquelle on travaille non seulement avec la fonction publique, mais avec les syndicats pour s'assurer que les fonctionnaires fédéraux se fassent vacciner pleinement le plus rapidement possible. On comprend qu'il y a des délais là-dedans. Quelqu'un qui ne s'est pas fait vacciner va avoir sa première dose et quelques semaines plus tard doit attendre pour la deuxième dose. Mais nous allons travailler pour faire ça le plus rapidement possible. Et en travaillant main dans la main avec les syndicats. Mais je dois d'ailleurs souligner que la fonction publique canadienne est déjà très hautement vaccinée et très, très positive à ce niveau-là. Nous allons continuer de mettre l'exemple aussi, parce qu'en tant que grand employeur, le gouvernement du Canada peut encourager tous les employeurs au Canada de fixer des cibles et de s'assurer que leurs employés aussi se fassent pleinement vacciner. C'est par la vaccination qu'on va passer à travers de cette crise. Alors, si vous n'avez pas encore eu votre première ou votre deuxième dose, c'est le moment de le faire. There's a humanitarian crisis unfolding in Afghanistan. This is a very busy time for you and your ministers, your defense minister, your foreign affairs minister, your transport minister, they're all campaigning. So I'm wondering who's in charge? I continue to be Prime Minister, and that was why I was pleased to have a very detailed briefing this morning with officials on the situation of Afghanistan. And Canadians can be sure that our democracy and our democratic institutions remain extremely strong, that the work that our Foreign Affairs Minister, our Defense Minister, our Immigration Ministers continue to do, even during a campaign, is something Canadians can rely on. We take
very seriously the situation in Afghanistan and our responsibilities to continue to step up, and we will do exactly that. Hi, Prime Minister. David Cochran with CBC News. We've seen the scenes of utter desperation in Kabul today. You've seen the people clinging to planes as they went down the runway, some people falling to their death from the plane after they took off. Many of the people in the country are people you've promised to get out. Will you send military personnel and planes into the country to evacuate these people, or do they have to get out on their own or find another country to help them? We are working very closely with the US, the UK, and other allies to establish ways in which we are going to be able to get more and more people out of Afghanistan in the coming weeks. But we have to recognize the situation is extremely fluid right now and exceedingly dangerous. We've seen the Taliban take control of the country. We need to make sure that the safety of those brave women and men in the Canadian Armed Forces who are doing this work on behalf of Canadians and to help Afghans are done safely. We will continue to be one of the very top countries in terms of welcoming in Afghans to Canada and working with the international community to bring those individuals and their families to safety. Just for clarification, that sounds like no military aid going into the country to get people out. You're going to work through partners? We have military still in Afghanistan right now. We are staging out of Kuwait, including with military aircraft. We are looking very closely with our allies at what those next steps could be, and that is certainly something that we are looking at, that we haven't ruled out. And my follow-up, will you recognize the Taliban government, or will, like the U.S., will you refuse to recognize them, and will military and development aid be cut off because of what's happening in the country? Right now, our expectation and demand of the Taliban is that they permit, first of all, an end of violence and hostilities, and restore order to those who want to, for those who want to leave Afghanistan. We need to see the Taliban step up and permit an evacuation of those who want to leave, and that is what we are expecting of them, and that, quite frankly, is part of the statement that Canada and many other countries released last night. Next question. Good morning, Mr. Trudeau. Marika Walsh with the Globe and Mail. Can you please clarify if there are any Canadian staff still on the ground to process the Afghans who are supposed to be coming to Canada? We have evacuated the Canadian diplomatic staff. There remain a number of special forces and Canadian Armed Forces on the ground to help secure the airport alongside the Americans. The processing is being done remotely of Afghan nationals. There also remain a number of Canadian citizens and dual Canadian-Afghan citizens on the ground who we are working closely with and tracking as much as is possible in the chaos right now, and very much prioritizing the evacuation of them if it is at all possible, which we, as I said, are working very closely with our allies on. And President Biden announced his plan to withdraw troops in April. Why did it take your government until late July to announce a plan and start working on getting these people out? Why did you wait so long? We didn't. We started working from the spring on repatriation, on evacuating individuals. I think people both in country and around the world have been dismayed by the speed at which things have happened, and quite frankly surprised by the speed at which things have happened on the ground. We have been there. We made commitments for supporting up to 20,000 Afghans, including direct evacuation of thousands. We are working on what we can. The evacuees are numbered in the hundreds now, but we are very hopeful that in the coming weeks we're going to be able to reestablish the air bridge that will bring more people to safety. But of course, that depends very much on the security situation on the ground, which, as I said, we are aligning and working very closely with the Americans, the Brits, other international partners, who many of them are still working hard to get their citizens and their diplomats out of Afghanistan, which is an example of how quickly things have shifted on the ground. Nous allons continuer de travailler pour évacuer
les Afghans et des citoyens canadiens qui s'identifient continuellement, qu'on ne voyait pas déjà. Nous avions travaillé là-dessus depuis le printemps. Nous allons continuer d'accélérer nos efforts, mais on doit reconnaître que la situation a évolué extrêmement rapidement. Et même les gens sur le terrain ont été surpris par la vitesse à laquelle la situation a dégringolé. Mais nous allons continuer d'être là pour travailler avec nos alliés, travailler avec nos partenaires sur le terrain et faire tout ce qu'on peut pour ramener des Canadiens et des citoyens afghans. Next question. Hi, Mr. Trudeau. Mercedes Stevenson, Global News. I just want to revisit your assertion that the government acted with a rapidly changing situation on the ground. Certainly things fell faster than was expected, but I was speaking to an Afghan interpreter who worked for the Canadian Special Forces just before you came out, and he said people have been trying to kill us for 20 years. Why didn't your government, which has said you're very committed to refugees, bring these people to Canada not just weeks ago, but years ago? As you know well, Mercedes, there were programs to bring over Afghan interpreters many years ago when Canadian troops drew down. We have continually been a country that welcomes people from vulnerable parts of the world, from situations of danger and conflict. We have done that for Afghanistan over the past years, and we are continuing to do it right now in this extraordinarily dire situation. Canadian, and it's not just about the government of Canada stepping up or the Canadian forces who always and continually step up. It's also about Canadians from coast to coast to coast, opening their homes, their communities to welcoming people fleeing terrible violence and oppression. Following up. With JTF-2 still on the ground and the Americans working to secure the airfield, will you commit to Canadian aircraft landing if that airfield is secure and as soon as that happens? Absolutely. If we can see the airfield properly secured, we will be there alongside our partners to help evacuate Afghans. But as I said, the situation right now is extremely fluid, extremely difficult, and that's why we're working so closely with our allies and specifically with the Americans. Next question. Good morning, Mr. Trudeau. I just want to follow up on Joyce's question on the vaccine mandate. What do you do with people who absolutely refuse to get the vaccine? Should they be fired? I think that's a question that we're working on very closely with the public service unions, for example. We know that the goal is not to punish people who don't want to get vaccinated, but it is to protect Canadians from being infected by people who are unvaccinated. The idea of doing everything we can to protect Canadians has driven us through the entirety of this pandemic. And quite frankly, at this moment where we are looking to end with this pandemic, it's important that Canadians have an opportunity to have their say, to weigh in on our plan to go forward. And we intend to ensure that the public service gets vaccinated, that anyone on a plane or a train be fully vaccinated. This is not something that, for example, the Conservatives agree with. I heard that their platform includes rolling back those protections for Canadians. That is their choice. It is unfortunate, but it is typical of a party that has said that we shouldn't be helping Canadians as much as we did during this pandemic, and is proposing to roll back so many of the protections and investments that have made us the world leader on vaccinations and on economic recovery. The choice in this election is going to be very, very clear, of a government that has demonstrated leadership and support in investing in Canadians and creating opportunities for them to get through this, versus a Conservative Party that once again wants to roll back protections and cut supports for people. On a different topic, the NDP have put forward some very specific proposals regarding taxation of wealthy Canadians, the wealthiest Canadians. I'm sure you're familiar with them. Increasing the capital gains inclusion rate, a higher marginal income tax rate, the wealth tax, and they talk about excess profit tax. What do you think of their plan, and will you be offering up new taxation for the wealthiest Canadians beyond what you've already done? First of all, it's nice to see that the NDP is finally catching up to where the Liberal Party has been for a long time. The very first thing we did when we formed government
was raise taxes on the wealthiest 1% so we could lower them for the middle class. Back then, the NDP voted against that measure. So we will have more to say about how we continue to support the middle class and people working hard to join it, how we continue to make sure that our tax system is fair for everyone and that everyone pays their fair share. But these are the kinds of things that Canadians will have clear choices on in the course of this election. Next question. Good morning, Justin Ling, freelance. Mr. Trudeau, when we left Afghanistan after more than a decade, we did so with the promise that the Afghan security forces were well equipped, well trained, and well financed enough to protect the country against an insurgence of the Taliban. Yet in recent weeks, Kandahar, where we spent most of our mission, was one of the first major cities to fall. First off, what does that tell you? And will that inform you going forward? If you win another mandate, will that inform your decision to participate or not participate in any future operations abroad? I think a lot of Canadians are deeply dismayed to see the pace at which the hard work by Canadians and indeed by countries across the West to stabilize, to make a real difference for the people of Afghanistan over these past 20 years have been undone or at least put under severe threat. But I can also say that Canada continues to be a country that believes in creating opportunities for girls to go to school. As we've seen over the past 2 decades in Afghanistan, the work Canada did made a huge difference. The work we need to continue to do as a world to stand up for human rights, to protect people, continues. And yes, it is heartbreaking to see what's happened in Afghanistan these past few days. Canada will be there to help resettle as many Afghans as possible, as quickly as possible. But we also need to remain committed to creating greater opportunity and prosperity and protections of human rights for all everywhere around the world. But certainly there's a lot of reflections many countries will be having about the best way to do that going forward, given events in Afghanistan. Following up. In recent weeks, the Canadian Embassy told Afghans who were at risk to go to Kabul. Given the situation there now, that may have been a mistake. Do you have an obligation to those who are currently stuck in Kabul who might be waiting on the airport? And if the new Taliban government will not allow people to leave, how will you pressure them or try and force them to open those borders? Well, that is, first of all, the posture that we've taken with our statement signed by so many other countries last night, that the Taliban must allow individuals and families who want to leave Afghanistan to do exactly that, ideally in an orderly fashion through the Kabul airport. And that is something certainly we are working on with our allies, with our friends from around the world, to ensure that we are getting as many people out safely as quickly as possible. But further, we also know we need to continue to do everything we can to help people who have been there for Canadians, but who also have been there to fight for women's rights, for a free and independent media, for the kinds of things that are building the basis of freer societies everywhere. We owe it to those people to do everything we can to keep them safe, and Canada, alongside many other partners, will be doing its part. Merci. On va prendre une question et une sous-question pour finir. Vous annoncez plusieurs nouvelles mesures d'aide financière aujourd'hui. Est-ce que c'est des mesures qui ont été budgétées sur la dette dans le dernier budget? Et sinon, qu'est-ce que ça signifie pour la dette? Ben, tout d'abord, je peux rassurer tout le monde que nous allons avoir une plateforme entièrement chiffrée qui va être transparente dans nos engagements. Comme vous dites très bien, nous avons investi des montants records pour soutenir les Canadiens tout au long de cette pandémie. Ça a été la posture de ce gouvernement, pas seulement parce qu'on voulait aider les gens, mais parce qu'on savait que la meilleure façon d'assurer une reprise rapide et forte, c'était d'être là pour les Canadiens, les travailleurs, les petites entreprises à travers cette pandémie.
Nous reconnaissons avec l'annonce d'aujourd'hui qu'il y a certains secteurs, dont le milieu des arts et de la culture, dont le milieu touristique, qui ont besoin de plus d'aide. C'est pour ça que nous allons prolonger l'aide qu'on est en train de leur offrir. On espère qu'on n'en aura pas de besoin. Et les mesures qu'on met de l'avant, si tout va tellement mieux d'ici plusieurs mois ou d'ici un an qu'on n'a plus besoin de ces mesures-là, ces mesures ne vont pas coûter rien aux citoyens ou aux contribuables. Mais on sait que d'être là pour les Canadiens, c'est la promesse qu'on a faite dès le début et qu'on va continuer de garder. Oui, je voulais revenir sur les questions de mes collègues là, sur la vaccination obligatoire pour les fonctionnaires fédéraux. Vous dites on ne veut pas punir les gens, on veut les protéger. Ça veut dire quoi exactement? Jusqu'où... Est-ce que vous pouvez tourner le micro un peu plus vers vous? Oui, voilà. Vous dites pour la vaccination obligatoire pour les fonctionnaires, vous ne voulez pas punir les gens, vous voulez les protéger. Ce que vous avez dit à mes collègues en anglais. Ça veut dire quoi exactement? Ça, jusqu'où vous êtes prêt à aller finalement pour s'assurer que vous allez atteindre vos cibles? Bien, c'est justement la conversation qu'on est en train d'avoir avec les syndicats de la fonction publique, entre autres, pour s'assurer que si des gens veulent revenir au travail, ils doivent être pleinement vaccinés, d'encourager. Et d'ailleurs, je peux dire, comme j'ai dit, que la fonction publique canadienne est déjà hautement vaccinée. Ils ont fait leur part, comme des millions de Canadiens, pour se faire vacciner, mais nous voulons nous assurer que tout le monde soit bien protégé, parce que ce n'est pas juste un choix individuel de se faire vacciner ou non, c'est un choix qui implique la santé et la sécurité de tous les Canadiens, particulièrement ceux, pour des raisons médicales ou les enfants en dessous de 12 ans qui ne peuvent pas se faire vacciner. Ils comptent sur tous les autres de se faire vacciner pour les protéger. C'est pour ça qu'on est tellement clair que nous devons aller de l'avant avec plus de vaccination et pourquoi nous sommes tellement surpris et déçus que le Parti conservateur de Erin O'Toole promet de renverser ses décisions et de ne pas obliger, par exemple, les gens qui prennent l'avion ou le train de se faire pleinement vacciner ou même la fonction publique de se faire vacciner. Nous allons continuer de le faire de façon responsable, mais ferme. Les gens doivent se faire vacciner si on veut passer à travers cette pandémie et je sais que tous les Canadiens veulent qu'on passe à travers de cette pandémie. Merci beaucoup, M. Trudeau. C'est ce qui met fin à la conférence de presse d'aujourd'hui. Merci beaucoup tout le monde. Bonne journée.